Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. On flotte tous ici. Bienvenue dans mon cauchemar. Bonsoir, bienvenue dans ce bonus d'Inspiré de faits réels, je suis Mathias. Je suis Charles. Eh bien Charles, je sais que toi aussi tu avais envie de faire ce bonus puisque nous avons fait un épisode d'Inspiré de faits réels sur Massacre à la tronçonneuse. Et en fait, en faisant nos recherches sur Massacre à la tronçonneuse, on s'est dit « Ah, ce serait quand même bien de regarder aussi tous les films de la saga, puisqu'il y en a... pas mal, et malheureusement, nous n'avons pas eu assez de temps pour tous les traiter dans notre épisode d'Inspiré de faits réels, qui était déjà plutôt long. On a parlé du premier, de Tobe Hooper, on a parlé de sa suite, Massacre à la tronçonneuse 2, toujours par le même Tobe Hooper, et maintenant on va vous parler d'autres films, la suite de la saga, tous ces autres films que certains ont peut-être oubliés, des films qui sont aussi revenus dans les années 2000. Ces films-là, on va commencer par Leatherface, Massacre à la tronçonneuse 3. Sorti en 90. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode bonus d'ailleurs, je suis en train de penser, depuis Souviens-toi l'été dernier 2 et 3. C'est vrai. Pour lesquels on avait bien rigolé. On a fait des petites choses, des recommandations pour Halloween, des recommandations ouais, pour des le confinement. hors-séries, mais c'est vrai qu'un bonus sur un épisode, c'était pas arrivé depuis Souviens-toi l'été dernier. Ouais, donc on va parler de manière un peu plus détente de la saga Massacre à la tronçonneuse, en commençant par le 3. Donc comme tu disais, sorti en 1990, récupéré par New Line Cinema, parce que c'est, ça y est, c'est le moment où les droits de Massacre à la tronçonneuse sont rachetés par New Line Cinema à la Canon. Et on est sur un épisode donc qui est sous-titré, qui s'appelle en fait, plus que sous-titré, il s'appelle Leatherface. Et il s'appelle Leatherface, c'est pas pour rien, c'est pour des raisons peut-être un petit peu commerciales, puisque New Line Cinema, à ce moment-là, voulait sa nouvelle franchise, en fait. Ils voulaient leur nouvelle franchise d'horreur, ils voulaient leur nouveau Freddy. Exactement, Freddy parce qu'on peut le préciser. Commence un petit peu à s'essouffler. C'est vrai que New Line, si vous ne voyez pas exactement, on en a parlé dans notre épisode sur Freddy, les Griffes de la Nuit, c'est une société qui doit sa renommée aux Griffes de la Nuit, justement, à Freddy. Ça a commencé Notamment, avec le premier film en 84, qui a vraiment sauvé la boîte, parce que la boîte était un moment de son histoire qui était un peu compliqué. Je pense que sans Freddy, la New Line aurait plongé. Et donc, Freddy, en 84, a en quelque sorte sauvé la New Line, qui a d'ailleurs été surnommée la société qu'a créé Freddy. Donc, c'est pour vous dire à quel point Freddy est un personnage de film d'horreur important, mais aussi très important pour cette société-là. Donc, il y a eu Freddy 3 qui avait cartonné en 87. Et là, effectivement, ça a commencé un petit peu à s'essouffler. Et on sent qu'il y a une volonté dans ce film. En tout cas, tu m'en parleras plus, Charles, parce que moi, je n'ai malheureusement pas vu. On sent déjà dès le marketing qu'il y a une volonté de faire de Leatherface un personnage iconique de slasher, le symbole d'une nouvelle saga. Ouais, c'est ça, ils veulent complètement en faire le tueur sur lequel va reposer une nouvelle saga. Ça se sent dès le nom. Après, on verra que dans le film, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Ils ont un petit peu de mal à le mettre en avant, hein. On est quand même, Leatherface, pour rappel, on est quand même sur un personnage qui ne parle pas. Alors, on peut donner des bonnes lignes de dialogue, teinter d'humour noir à Freddy, on peut lui faire des trucs un peu rigolos, un peu morbides. Leatherface, c'est un petit peu plus compliqué, il faut jouer davantage sur la subtilité, vu qu'on est face à quelqu'un qui ne peut pas parler. Et du coup, on va voir quand même, c'est un petit peu plus compliqué. Pour la petite anecdote, ils mettent d'ailleurs, c'est pour dire à quel point ils veulent faire des rapprochements avec Nightmare on Elm Street, c'est que ils mettent David Shaw au scénario, et David Shaw, c'est la personne qui a écrit Freddy 5. Donc ils veulent complètement intégrer Leatherface à leur roster de licences horrifiques qui pourraient fonctionner sur le long terme. Alors, pour ce qui est du film, ça commence par un rappel, un carton qui rappelle l'histoire du 1, puisque c'est visiblement la destinée, malheureusement, de tous les massacres à la tronçonneuse, c'est de rappeler ce qui s'est passé en août 1973. On apprend que Sally est morte un peu plus tard, en 1977, et que, en fait, Leatherface est le dernier à ne pas avoir été arrêté. Visiblement, Tobe Hooper n'a pas été trop impliqué sur ce film. D'après ce que j'ai compris d'ailleurs pour Tobe Hooper, à un moment on a essayé de lui proposer un peu par politesse de réaliser le film, mais il a dit non. Je crois qu'il faisait combustion spontanée à ce moment-là. En fait, ouais, c'est exactement ça. C'est l'année où est sorti aussi Combustion spontanée, qui, à mon sens, est peut-être un des pires films de Tobe Hooper. C'est un enfer, c'est lui qui l'avait écrit et réalisé. Et donc cette année-là, en 90, sort Massacre 3, où on suit Michel et son pote qui sont en voiture
et qui sont en voiture et qui rentrent dans le Texas. Et en fait, Michelle doit apporter la voiture qu'elle est en train de conduire à son père en Floride. Donc ils partent de Los Angeles, ils doivent aller jusqu'en Floride, ils passent par le Texas, et évidemment, comme vous vous en doutez, ils vont pas sortir du Texas, puisqu'ils vont se faire méchamment attraper par plusieurs personnages, et notamment, et ça j'étais première chose qui m'a étonné dans le film, c'est que bon, ils s'arrêtent à une station-service, ça, pas étonnant. Par contre, à la station-service, ils croisent Viggo Mortensen, et je me souviens même pas l'avoir vu aussi jeune, Viggo Mortensen, on est en 1990, et il croise Viggo, qui a l'air d'être un cow-boy, mais ça va, un peu dragueur, mais un peu gentil, ça a l'air d'aller. Ils repartent, ils ont quelques soucis avec le gars qui tient la station essence, ils repartent, mais évidemment, quand ils repartent, ils se font poursuivre par une personne, on sait pas trop si c'est Viggo, on sait pas trop si c'est le tenancier de la station-service. On a une référence évidemment au sol avec un opossum, puisque ça va être encore plus que la tronçonneuse. Le truc de Massacre à la tronçonneuse, c'est d'avoir un opossum mort en référence au premier de 1974. Un tatou, tu veux dire? Un tatou. Ah oui, un tatou, oui. Ah oui, non, pardon, c'est vrai que c'est un tatou. L'opossum, c'est dans Dingo et Max, tu confonds les deux films. Ça... oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments en commun, j'ai confondu les deux licences. Et là, nos deux petits amis ont évidemment quelques soucis. Et sur qui ils tombent au moment où ils ont des soucis, et là c'était la deuxième surprise, et c'est la deuxième chose qui m'a fait apprécier ce film, ils tombent sur Ken Foree. Est-ce que tu te souviens de Ken Foree, Mathias? Alors pas du tout, le nom me dit vaguement quelque chose, mais tu vas me dire dans quoi il a joué. Zombie de Romero, c'est l'acteur principal, c'est le héros. J'avais oublié qu'il s'appelait Ken Foree. Oui, d'accord, mais je vois maintenant, j'ai l'image en tête du monsieur. Et du coup, il a pas joué que dans Zombie de Romero. Mais du coup, on voit Ken Foree rappliquer, donne des painkillers à Michelle qui a eu un accident de voiture. Et c'est là que le film va commencer à s'accélérer un petit peu. On va avoir une scène, grosso modo, où Ken Foree se bat avec Leatherface, on va avoir des scènes de ça, et en fait, évidemment, l'histoire va se répéter, à savoir que les deux amis vont se faire capturer, enfin, surtout Michelle va se faire capturer, et cette fois, c'est Ken Foree qui va essayer d'aller la sauver. On comprend que, grosso modo, il est chauffeur de camion, mais qu'il a un passé. Il a clairement un passé militaire, et il y a une espèce de... ça me fait toujours rire quand ils font ça dans les films, c'est-à-dire que il sous-entend qu'il a un petit passé dans le militaire, et il sous-entend qu'il a déjà tenu des armes, et donc ce qui sous-entend évidemment son personnage de zombie chez Romero. Et on va se retrouver là pour le coup dans un environnement qui est un petit peu différent, puisque certes on est au Texas, mais on est dans un Texas qui ne ressemble pas au Texas de Massacre à la tronçonneuse, en tous les cas pas du 1, puisque on va se retrouver dans un espèce de bayou. On va se retrouver dans une espèce de bayou avec des marécages, avec des arbres, des choses comme ça, et une maison un petit peu perdue évidemment au milieu de tout ça. Je vous raconte pas la fin évidemment si jamais vous voulez le voir, mais c'est un film que j'ai plutôt apprécié. En fait, j'étais plutôt étonné de l'apprécier. Je trouve alors c'est un film qui dit pas grand chose de plus que Massacre à la tronçonneuse, on va être honnête, et ça va être le cas de malheureusement pas mal de suites, reboot, remake de Massacre à la tronçonneuse, c'est que finalement il en dit pas beaucoup plus que l'original, mais c'est un film que j'ai trouvé assez sympa, notamment parce que il change un petit peu on va dire le prisme, à savoir que on n'est pas sur un slasher avec une bande de jeunes, on est sur deux amis qui apportent la voiture au père d'une des personnes, Ken Foree qu'on croise là par hasard, qui va leur prêter plus que main forte, puisque c'est Ken Foree qui va faire une bonne partie du travail. D'ailleurs, on va avoir au moins 2 combats, dont une revanche Leatherface contre Ken Foree, parce que Ken Foree est un grand costaud, si jamais vous le savez pas, il fait un bon 1m95 aussi, donc on a un petit combat de colosse, et c'est un film que j'ai plutôt apprécié parce que il sait on va dire jouer avec les limites, un petit peu comme le faisait Massacre à la tronçonneuse 2, sans tomber forcément dans le grand n'importe quoi. À un moment donné, on a Leatherface qui se voit offrir une tronçonneuse chromée tout à fait magnifique et tout à fait brillante, et on se dit ah d'accord, ok, là c'est le petit clin d'œil on va dire au côté too much du précédent épisode, mais on est un petit peu entre les deux. On est un petit peu entre le 1 et le 2 au niveau du ton. Et on va apprendre évidemment que Viggo Mortensen en fait faisait partie des dégénérés, et ça va être pareil, ça va être un des éléments que j'ai trouvé plutôt chouette, c'est-à-dire que Viggo Mortensen, on va pas se mentir, il est plutôt beau gosse comparé au Sawyer. C'est plutôt un BG, surtout en 1990. Et du coup, on ne se doute pas au début qu'il fait partie des Sawyer, et on nous fait une scène comme ça pour nous présenter que il a pas l'air dégénéré comme les autres. Sauf qu'en fait, si. Et je trouve que ça fait partie des quelques idées qu'apporte Massacre 3 que je trouve plutôt chouette. Donc j'ai plutôt aimé le film.
D'accord. Donc c'est pas la purge comme on peut le lire un petit peu partout sur net, parce que moi du coup je le disais, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu beaucoup d'avis négatifs et des rumeurs sur le film où le réalisateur Jeff Burr aurait voulu qu'on retire son nom du générique visiblement. Donc moi quand je lis ces informations, je me dis oula, ça doit pas être un bon film. Et effectivement honnêtement, c'est pas dingue, mais ça va. Comparé à ce qui arrive après, clairement, c'est pas le pire. Ah oui, alors on va passer tout de suite sur le point difficile de toutes les suites de Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse 4, la nouvelle génération. Ouais, voilà, sous-titré la nouvelle génération. Sorti en 1994 et réalisé par Kim Henkel qui était donc le co-scénariste du premier Massacre. Réalisé et écrit. Réalisé et écrit. Et c'est important, on va le voir par la suite. En fait, ce qui se passe, c'est que Massacre 3 n'a pas connu un très grand succès. Leatherface n'a pas surperformé. Donc, la New Line va céder les droits. Les droits vont être récupérés par un avocat, Robert Kuhn, qui avait déjà collaboré avec Kim Henkel et Toby Hooper sur Massacre à la tronçonneuse un peu plus tôt dans l'histoire de la saga. Donc là, c'est Robert Kuhn en tant que producteur et Kim Henkel en tant que coproducteur, scénariste et réalisateur. Donc, c'est un film plutôt personnel à la base. Ouais. Sauf que ça va être un petit peu plus difficile à regarder que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Ce film-là, je l'ai vu il y a quelques années avec toi, Charles. Ah bon, on l'avait vu ensemble ? On l'avait vu ensemble. Je l'avais acheté dans un Easy Cash, je crois au Easy Cash de Montélimar sur la zone sud. J'étais attiré par une pochette complètement what the fuck du DVD. Il y avait la tronçonneuse qui faisait office de rouge à lèvres. Et puis, il y avait donc Leatherface en travesti, avec une tronçonneuse dans la main, et il y avait ce casting incroyable, Renée Zellweger et Matthew McConaughey. Donc, moi, je vois cette pochette, je me dis, c'est tellement n'importe quoi que je suis hypé, donc on va le regarder, et je regarde le souvenir d'un film extrêmement mauvais. Ah mais tu vois, c'est fou, je l'ai revu là, et j'avais oublié que je l'avais vu. Ah mais ça fait partie de ces films qu'on préfère oublier. Moi malheureusement, il m'a laissé un petit souvenir de certaines scènes de Matthew McConaughey qui ont fait vraiment des caisses dans le film, dans le rôle du psychopathe. Ils reprennent en fait la formule qui avait visiblement bien marché dans le 3, du mec plutôt beau gosse qui s'avère être un gros timbré. Là, ça a l'air d'être... là, c'est la même chose avec Matthew McConaughey qui est en début de carrière, comme Renée Zellweger, ils sont tous les deux en début de carrière, ce qui va causer quelques soucis d'ailleurs pour la diffusion du film, puisque le film a été achevé de tourner et monté en fin 94, mais il est sorti, on va dire, dans la distribution classique en 97, donc il est sorti plusieurs années après, vraiment... 97, j'ai vu que c'est 95. Alors 95, il y a eu une première sortie limitée. D'accord. Et en fait, le film a été retiré, il est finalement ressorti en août 97, dans pas énormément de salles, et en fait, tout ça à cause de la pression des agents de Matthew McConaughey et Renée Zellweger, qui voulaient un petit peu effacer ce film embarrassant, surtout qu'ils avaient le même agent, et donc ils sont tous les deux texans, ce qui explique aussi en partie pourquoi ils ont été approchés pour le film. Mais en fait, entre-temps, ils ont tous les deux tourné dans des films qui les ont révélés au grand public. C'est-à-dire que avant que Massacre 4, la nouvelle génération, sorte, et ils commençaient déjà à avoir un début de hype, quoi. Donc pour pas ruiner leur carrière dès le départ avec ce film qui est vraiment atrocement mauvais, il y a eu cette méthode qui a été appliquée de décaler la sortie de Massacre à la tronçonneuse 3 en disant vous niquez pas leur début de carrière et ensuite vous pourrez, il y a aussi le côté où vous pourrez peut-être bénéficier de du fait qu'ils soient déjà connus, sauf que ça ne s'est pas passé comme ça et le film n'a pas fonctionné puisqu'il a eu une sortie très limitée. D'accord. Mais on est sur un film, peut-être pour le résumer rapidement, on est sur 4 jeunes qui partent de leur balle de promo, qui est en train de se terminer, qui sont en voiture et qui se perdent dans les bois et qui vont se faire massacrer comme les autres, sauf que là, on est honnêtement sur un niveau de bêtise dans les dialogues et les échanges et de parfois de méchanceté gratuite entre les personnages, qui est quand même assez dingue. Tu l'as revu toi du coup ou tu le fais sur tes souvenirs? Oh non, je me base sur mes souvenirs, j'ai pas voulu revoir cette horreur, il faudrait me payer pour revoir Massacre à la tronçonneuse 4. Non, sans façon. Le DVD est toujours quelque part là, hein, mais D'accord. J'ai pas souhaité le lancer. Il y a rien qui va. Je veux dire, en termes d'écriture, il y a absolument rien qui va, c'est-à-dire que même les personnages, la manière dont ils se perdent, on n'y croit pas. C'est vraiment étrange. Ils sont juste censés rentrer chez eux, on comprend pas trop, ils sont dans leur lycée, et ils arrivent à se perdre, on passe complètement du décor du lycée, qui a l'air quand même un petit peu en ville, à la campagne, on comprend pas pourquoi. Il y a un jumpscare, je me souviens là, j'ai des réminiscences d'un jumpscare absolument débile, où c'est juste un sac plastique qui vole. Enfin, il y a tout un tas de trucs, c'est un film qui est vraiment embarrassant en fait, et qui devient de plus en plus embarrassant
au fur et à mesure qu'il patine dans la semoule, c'est-à-dire que le film n'arrive même pas à avancer, il patine, jusqu'à un moment où on a un personnage dont on connaît pas trop les intentions qui nous dit non mais vous savez, vous connaissez ces hommes qui dirigent la planète dans l'ombre, eh bien c'est vrai, et à un moment donné dans la scène, dans une scène des maisons, chez les d'ailleurs c'est toujours les Sawyer, je crois qu'ils s'appellent toujours les Sawyer, Mais c'est plus du tout la même composition de famille à mais part c'est les plus du Orpheus. tout, ouais voilà, c'est ça, c'est plus toujours la même composition de famille. On va avoir des hommes en noir qui vont débarquer, et en fait à la fin du film on va comprendre que tout ça était une expérience menée par les hommes en noir pour tester les limites des possibilités humaines en termes d'horreur ou une connerie comme ça. C'est hallucinant parce que non seulement c'est bête, ça ne tient pas debout, mais en plus c'est jamais exploité, c'est-à-dire qu'il débarque comme un cheveu sur la soupe, d'une soupe qui était franchement déjà dégueulasse, et ça enlève le propos au film. C'est-à-dire que ça enlève le propos de Kim Henkel, enlève les propos qu'il y avait dans les premiers massacres, quoi. C'est-à-dire non mais en fait tout ça depuis le début c'était un complot du gouvernement pour tester les limites des gens ou des trucs comme ça. Enfin Je pense qu'il y a un c'est manque de vraiment rigueur. Je pense qu'il y a un vrai manque de centrage et de rigueur dans l'écriture de Kim Henkel sur ce film. On sent qu'il va poursuivre des thèmes qui lui tenaient à cœur sur le premier Massacre à la tronçonneuse. Je me souviens, par exemple, tu vois, la première fois que je l'ai vu, quand j'ai vu Leatherface en travesti, ouais, je complètement me suis dit, grimé, mais ouais. pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, je comprends mieux, maintenant qu'on a fait les recherches pour notre épisode sur Massacre à la tronçonneuse, maintenant que je sais mieux quelles étaient les idées de base de Kim Henkel pour le personnage de Leatherface, qui est un peu ambivalent. Maintenant, je comprends mieux, mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais rien compris. Donc, on sent qu'il a voulu aller plus loin là-dedans, en mettant carrément Leatherface en travesti. Ça n'a aucun intérêt dans le film. Hein. Ah non, ça n'a, mais c'est juste. C'est pas un propos, c'est pas, c'est juste. Ah non, je pense qu'il a juste voulu transposer sa vision du personnage sans chercher à aller plus loin. Il y a vraiment pas rien d'autre. Et il s'est dit, je vais même porter le mythe encore plus loin en allant sur cette histoire de société secrète qui serait même impliquée dans l'assassinat de Kennedy, comme ils le disent à un moment, ça m'avait marqué, c'est n'importe quoi, et d'aller dans ces développements super bizarres qui sont le fruit de l'imagination de Kim Henkel, mais que je pense Toby Hooper n'aurait pas accepté sur le premier Massacre, où il y avait eu les réunions au niveau du scénario. Et je pense qu'on pourra terminer là-dessus, si jamais t'as pas d'autres choses à dire sur ce très mauvais film, c'est qu'à la fin, Matthew McConaughey se fait buter par un avion qui descend bas, qui descend pour le percuter dans le dos et pour remonter. On comprend mieux pourquoi Kim Henkel n'a plus rien réalisé après. Voilà, et on comprend aussi pourquoi après ça il n'y a pas eu de Massacre 5 et qu'il y a eu qu'un remake reboot en 2003. Voilà, c'est ce film-là, moi, dont je voulais parler, c'est pour ça que j'avais aussi grandement envie de faire ce bonus. J'ai voulu regarder tout ce qui s'est passé justement après Massacre à la tronçonneuse 4, qui était, avant qu'on prépare l'épisode sur Massacre à la tronçonneuse, le dernier film de la saga que j'avais vu. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, alors pourtant j'aime bien les films des années 2000, j'étais passé complètement à côté de tous les développements qu'il y avait eu dans Massacre à la tronçonneuse à partir des années 2000. Et il y a quelques mauvaises surprises, quelques bonnes surprises. À mon sens, Massacre à la tronçonneuse, le reboot de 2003 par Marcus Nispel, est une bonne surprise, mais on va en débattre. Voilà, on va en débattre, je m'attendais à ce que tu n'aimes pas. Alors on est 9 ans après le naufrage de la nouvelle génération de Kim Henkel, et la saga Massacre est de retour avec ce que je considère être comme un bon film, absolument pas nécessaire, certes, mais un film qui, je trouve, se tient bien et se laisse regarder sans être consterné, ce qui est déjà mieux que Massacre à la tronçonneuse, la nouvelle génération. Ouais, ça c'est vrai. Ça pour le coup, je suis d'accord, c'est que on aura beau dire, je suis vraiment pas fan du remake de 2003. Il y a d'autres, après par contre d'autres films que j'ai appréciés dans les années 2000 de Massacre à la tronçonneuse, mais j'avoue que le remake de 2003, j'étais pas trop fan, mais après je concède volontiers un truc, c'est que après Massacre 4, de toute façon, on pouvait pas faire pire. Voilà, c'est certain. Des films vont essayer plus tard, on y reviendra, de faire pire que Massacre 4, mais en tout cas pour Massacre à la tronçonneuse Massacre à la tronçonneuse de 2003, ça fait pas pire. L'histoire, elle est simple, c'est un reboot, donc nous sommes le 18 août 1973, 5 jeunes sont dans un van sur une route du Texas. Parmi ces jeunes, il y a la final girl du film, Erin, qui est jouée par Jessica Biel, et son mec, qui est joué par Eric Balfour, qui sont donc les deux acteurs un peu connus du film. Voilà, c'est vraiment ce duo-là qu'on connaît. Après les autres, il y a Jonathan Tucker, il y a Erika Larson et Mike Vogel, qui sont moins connus. Tu te souviens de Jonathan Tucker? Dans quoi il a joué récemment, dans un film qu'on a vu ensemble? Jonathan Tucker a joué dans un film qu'on a vu récemment? Bah ouais. Il a joué dans quoi? Charlie's Angels, 2019. Ah oui, c'est vrai qu'il était là-dedans. Ah oui. Typiquement, Charlie's Angels 2019, bon moment,
mais oubliable. Et là, c'est voilà. Ah oui, bah d'ailleurs, je l'ai oublié. Mais bons moments, mais bons moments. Enfin, voilà, le reboot de Charlie's Angel était plutôt pas mal. Franchement, j'avais bien aimé. Mais je l'ai oublié. Tu t'engages tout seul là. Hein. Je ne cautionne pas ces paroles. Pour faire un aparté, je trouve que c'est un bon divertissement. Après, voilà, c'est pas un grand film, mais comme en fait, ce qui est bien avec Charlie's Angels, le nouveau, c'est que je le trouve aussi divertissant que celui qu'on avait eu avant avec Cameron Diaz, Lucy Liu, Drew Barrymore. Drew Barrymore, ouais. Sauf que il est beaucoup moins beauf et sexiste que cela, puisque c'était McG qui réalisait le premier Charlie's Angels, qui était vraiment un summum de beaufrie. Et donc, c'est bien qu'on réussisse à garder le côté divertissement sans aller dans ces travers-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais plutôt bien aimé. Mais c'est juste un divertissement, il faut pas chercher bien loin. Hein. Bref, revenons sur le massacre de Marcus Nispel. Donc on est sur déjà un premier anachronisme dès le début, puisque les membres du groupe de jeunes vont à un concert de Lynyrd Skynyrd en écoutant Sweet Home Alabama, qui n'était pas sorti en 1973, mais bon, détail. Ça c'est pas grave. C'est un détail. Et ce groupe de jeunes va prendre une jeune femme en stop, et non pas un jeune autostoppeur, comme c'était le cas dans l'original, qui a l'air visiblement pas très très bien, qui est blessée, elle est perturbée. Qui est très perturbée, et à partir de là, l'horreur va commencer à arriver progressivement. Marcus Nispel, on ne le connaissait pas vraiment avant ce film, on le connaît pas vraiment beaucoup depuis non plus. C'est un réalisateur de clips à la base, qui a fait donc pour des artistes américains, mais qui a aussi fait des trucs pour Mylène Farmer, pour Etienne Dao. C'est vraiment un mec qui a cette capacité de s'adapter à l'ère du temps, globalement, et c'est souvent ce qu'on lui demande. C'est un mec qui bosse plutôt vite et efficacement, c'est un faiseur, quoi, qui faisait surtout du film, et ça va se sentir, du clip, et ça va se sentir dans sa réalisation, qui a énormément de gimmicks visuels du début des années 2000, et je pense que c'est ça qui t'a pas plu, Charles. Et c'est ça qui t'a plu. Et c'est ça qui m'a plu, voilà, moi je trouve ça toujours un peu marrant et un peu daté maintenant, mais je le vois avec une certaine affection. Ces gros zooms, ces flous un peu dégueulasses, la courte focale à tout va, les petites saccades pour le style, ce gore pas totalement assumé, c'est des choses, ce qu'on est avant, tout ce qui est Hostel, hein, bien sûr. Donc ça avait, voilà, c'est des mêmes gimmicks qu'on avait vu dans La Colline à des yeux d'Alexandre Aja, en fait, qui est sorti en 2005, donc 2 ans après. Ouais. Et il y a aussi, parce que on est dans un remake, plutôt reboot, parce qu'il va y avoir une suite, il y a quelques plans qui font référence au cinéma des années 70, aux originaux, c'est-à-dire qu'on va voir la manière de filmer les intérieurs rappelle le massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Oui, vite fait, au début, il y a un plan sur le van qui est en train de rouler, qui fait explicitement référence au van de profil, avec une large place laissée au ciel. Enfin voilà, on va avoir des références visuelles à l'original. Le personnage du connard à lunettes, par exemple, ressemble beaucoup à des personnages du 1, enfin de l'original, et la manière de filmer son visage en légère contre-plongée avec une petite une focale un petit peu chelou, voilà, qui est un petit peu nerveuse, ça rappelle un peu le Toby Hooper, voilà, c'est certains plans qu'on pouvait voir à l'époque qui étaient dus à la promiscuité dans le van dans l'original, puisque on rappelle que c'est un film avec très peu de budget et qui filmait littéralement dans le van, mais là on sent que c'est fait exprès, voilà, pour rappeler ça. Donc voilà, il y a des petites touches comme ça où il essaye de rappeler le film dont il s'inspire. Marcus Nispel va réaliser plus tard le remake de Vendredi 13, qui n'a pas été très apprécié non plus. Mais d'ailleurs, je crois que même l'auteur, en fait, du film de 2003 est aussi un adepte des remakes. Il avait déjà écrit des remakes. Voilà, donc il allait écrire d'autres remakes. On est sur des gens qui vont se spécialiser dans ce domaine-là. C'est présenté comme un remake. Moi, je le vois globalement comme un remake, mais il y a eu des moments où j'étais devant le film où je l'ai vu un peu plutôt comme une relecture, parce qu'il va prendre pas mal de distance avec l'original. Déjà, il y a pas de scène qui se passe autour d'une table, il y a pas de scène de dîner à la fin. Donc pour moi aussi, c'est quand même plus une grande relecture du massacre original qu'un vrai reboot ou un vrai remake. Surtout que la scène de repas, on va la voir dans la suite en 2006, qui est une préquelle. Donc en fait, j'ai eu l'impression qu'avaient été éclatés les moments iconiques de l'original dans ces deux films, qui sont produits par les mêmes personnes, hein. Oui, voilà, c'est ça. À savoir Michael Bay. D'ailleurs, ça devait être une trilogie, hein. Ah oui? Ouais, ça devait être une trilogie, mais à mon avis, ça a été compliqué à tous les niveaux, parce que ils ont fait celui de 2003, celui de 2006 la storyline se passe avant celui de 2003. C'est une préquelle, il s'appelle Le Commencement et ça se passe avant le reboot. Et je pense qu'ils savaient plus où à un moment donné, quand ton numéro 2 se passe juste avant le 1, je veux dire, s'ils avaient fait l'histoire dans l'ordre, pourquoi pas?
Mais là, je vois mal comment ils auraient pu raccrocher les wagons, et de toute façon, ça avait pas suffisamment marché, je pense. Oh bah ils auraient pu raccrocher les wagons avec Massacre à la tronçonneuse 3D qu'on verra plus tard, qui est un autre souci. Mais en tout cas sur ce film-là, on va reprendre la même structure globalement que l'original. C'est à peu près la même dramaturgie que ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est un peu conçu de la même manière. Ouais, oui et non. Enfin, il y a des trucs. Il y a beaucoup de modifs. Hein, le groupe de jeunes c'est pas le même. Il y a beaucoup de modifs. Puis même, on nous fait pas monter là. Alors forcément, le massacre à la tronçonneuse a déjà eu lieu à ce moment-là. Donc on veut voir sans doute qu'on voulait voir une tronçonneuse un peu plus tôt, mais là la tronçonneuse arrive bien plus tôt dans le film. Oh oui, bah en fait elle remplace le marteau, hein. C'est-à-dire que elle remplace le marteau, ouais. Au lieu d'avoir le premier meurtre au marteau, on l'a à la tronçonneuse direct. C'est pas la seule différence, on a beaucoup. Il y a plus de personnages handicapés, par exemple. Je sais pas si les années 2000 n'aiment pas les personnages handicapés, je n'en sais rien. Et c'est beaucoup plus typique du slasher débilos des années 2000. C'est beaucoup moins âpre, je trouve, comme film. Non, puis en fait, c'est à l'image, il y a une scène qui, à mon avis, symbolise l'intégralité du film. C'est que très rapidement, mais vraiment, on nous présente Leatherface. 5 minutes plus tard, Leatherface enlève son masque. C'était jamais arrivé dans Massacre à la tronçonneuse jusque-là. Et là, sous l'argument de la relecture, hop, Leatherface enlève son masque et on se rend compte qu'il a une peau très abîmée, qu'il lui manque carrément le cartilage de son nez, il a une tête un peu de cadavre. Et en fait, pour moi, le film, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plus de mystère, il y a plus de hors-champ, il y a plus rien qui est caché, il y a plus vraiment de mystère ou de place laissée à l'imagination. En fait, c'est un film qui va très bêtement tout montrer. La tronçonneuse arrive de suite. Leatherface enlève son masque. Et pour moi, c'est vraiment le film. C'est l'opposé de ce que faisait Massacre à la tronçonneuse, en fait. C'est que Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui prend son temps. C'est un film qui cache beaucoup de choses. Là, le film ne cache pas grand chose. Il va juste tout nous montrer et de manière, en fait, pour moi, c'est un film vulgaire à ce niveau-là. C'est que c'est juste un film qui va tout gerber à la figure de son spectateur. Oui, en fait, c'est un film où on sent qu'il y a une volonté de faire découvrir Massacre à la tronçonneuse à un public qui ne voulait pas regarder Massacre à la tronçonneuse originale, qui ne voulait pas être vraiment dérangé, qui voulait pas être chamboulé par un ou un film public ou un public qui trouve que Massacre à la tronçonneuse c'est pas assez gore. Voilà, oui, non mais complètement, c'est ça que je voulais dire par là, c'est que Massacre à la tronçonneuse en 2003, l'original ne correspond pas au code esthétique du cinéma d'horreur que les gens attendent en 2003. Alors que là, justement, on va prendre un faiseur comme Marcus Nispel qui arrive à faire exactement ce qui correspond à l'ère du temps, et on lui dit, tu prends Massacre à la tronçonneuse, tu en fais un pur produit des années 2000. Et c'est ce qui se passe, rien que dans le visuel en fait. Le visuel est hyper léché, il est pas du tout dans l'esprit quasi documentaire qu'on avait dans le film original de Tobe Hooper. Et puis il y a tous ces gimmicks visuels dont je parlais des années 2000 qui sont là, et on met beaucoup plus la tronçonneuse en avant, comme s'il y avait une volonté de justifier le nom du film, beaucoup plus. Parce que c'est vrai que dans l'original, il s'appelle Massacre à la tronçonneuse, mais finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui meurent à coups de tronçonneuse. Non, c'est ça, mais c'est ça qui est fort, c'est qu'on attend dans le premier, on attend, et quand on entend le bruit de la tronçonneuse, waouh, ça fait flipper. Là, on l'a dès le début, pareil, dans ce que je dis, pour reprendre ce que je disais, sur le film qui nous montre tout et qui finalement n'a plus de mystère et n'a plus rien oui, c'est ça, qui juste se met complètement à nu. On a des dialogues autour de l'abattoir. Dans les premiers Massacres à la tronçonneuse, on a tout l'imaginaire, on se dit waouh, l'abattoir ça a l'air d'être un truc horrible, ça a l'air d'être à quelques kilomètres de la ferme des Sawyer et tout. Là, il y a carrément une scène dans l'abattoir, c'est-à-dire que le film nous explique ce que c'était que l'abattoir, ce que c'était que l'abattage d'animaux, mais juste il nous montre tout. En fait, ce qui était intéressant dans le premier Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, où on nous faisait comprendre que il y avait un climat de désespoir social, que le fait que l'abattoir est fermé, ça ait vraiment des conséquences terribles pour la famille Sawyer, et que c'est ça qui va les faire sombrer peut-être en partie dans le cannibalisme et dans le meurtre, etc., et qui va vraiment dégénérer totalement la famille. Ici, on sent que cette trame de l'abattoir qui ferme et de la technologie qui arrive est uniquement une origin story. C'est purement cosmétique. Il n'y a pas de réflexion dessus, effectivement. C'est un des nombreux soucis de ce film, qui est un produit extrêmement lisse, finalement. Mais je pense qu'on lui en demandait pas plus. Le cahier des charges, déjà, quand t'es produit par Michael Bay, l'idée, c'est de faire un grand divertissement. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. Ouais.
malheureusement. Et d'ailleurs, il y a deux, trois trucs que j'ai pas compris. Pourquoi changer le nom des Sawyer en U8? Pourquoi changer des choses comme ça? Est-ce qu'ils avaient envie de casser la mythologie précédente pour forger leur nouvelle? Je comprends pas trop. Je pense qu'il y a un peu de ça, et que ça a été ajusté par la suite. Parce que c'est vrai que la famille Sawyer devient là la famille Hewitt, et elle a pas la même composition que dans l'original. Bon, ils avaient déjà pris des libertés avec la composition dans les précédents. Mais en l'occurrence, là, il y a plus. Et surtout, dans ce film-là, particulièrement dans le Massacre à la tronçonneuse de 2003, l'aspect cannibale est plus du tout présent. Et en plus, on nous montre qu'il y a un abattoir avec des animaux pas loin qui peuvent manger, quoi. Donc, ils ne tuent pas par nécessité dans ce film-là. Déjà, il y a une différence là-dessus. Ils ont l'air de tuer pour le plaisir et pour voler leurs victimes. Donc c'est plus ça où il y a une différence, et on sent qu'ils veulent faire autre chose de la famille Sawyer, et en la transformant en famille 8. Et ça va, en fait, je pense qu'il y a dû y avoir des retours négatifs. Et à partir et dans le prochain, Massacre à la tronçonneuse, le commencement, et on va revenir au côté cannibale, notamment. Et d'ailleurs, point commun entre Massacre à la tronçonneuse de 2003 et Massacre à la tronçonneuse, le commencement de 2006, dans les deux, il y a Ronald Lee Ermey, qui joue un flic complètement pervers, complètement dégueulasse, qui n'est autre que le sergent le commandant dans Full Metal Jacket. Exactement, qui vraiment est... Et qui reprend son rôle, en fait. Qui est un des rares personnages vraiment glaçants dans ces deux films. Bah, c'est fait partie des rares qui s'est joué, déjà. Puisque, ce qu'on va nous faire comprendre dans ces deux films, qui fonctionnent vraiment en diptyque, c'est que le vrai méchant du film, c'est plus le faux shérif que Leatherface. Ouais. Qui, du coup, si on passe à Massacre à la tronçonneuse, le commencement... Ah, j'avais juste un tout dernier truc sur Massacre à la tronçonneuse de Nispel. Il y a un truc que j'ai trouvé relativement intéressant dedans, c'est que il se présente comme inspiré de Ferrell dès le début, comme l'original aussi. Il y a la mention... Ah oui, c'est vrai. Et il va même plus loin, puisqu'il y a la mention d'après une histoire vraie sur la pochette du DVD, ce qui n'était pas le cas pour l'original de Massacre à la tronçonneuse. Il y a le carton au début, mais dans son marketing, dans la manière dont il était montré, on ne disait pas d'après une histoire vraie aussi frontalement. Oui, c'est vrai, et d'ailleurs, ils intègrent un faux rapport de police au début. Exactement ça, il y a les faux documents au début du film qui sont censés montrer qu'un groupe de jeunes s'est vraiment fait massacrer. On nous dit que le film va être une espèce de reconstitution de ce qu'ils ont vécu, et c'est introduit par des séquences qu'on nous présente comme celle d'un vrai flic qui explorerait la vraie maison, je mets des guillemets à tout ça, et qui se ferait tuer. Et toute cette trame qui est faussement inspirée d'une histoire vraie, ça fait référence à l'original, puisqu'on dit que le vrai massacre aurait eu lieu en août 73, et le film de Toby Hooper a été tourné entre juillet et août 73. Et voilà, c'est faussement inspiré de Ferrell, et ça va beaucoup plus loin que les précédents films qu'on avait eu là-dessus. D'ailleurs, c'est d'ailleurs montré, c'est assumé, puisque à un moment, il y a un plan sur le van de Camper, où on voit un sticker où il y a marqué « Nothing is true, everything is permitted ». Et donc rien n'est vrai, tout est permis. C'est le credo des assassins dans Assassin's Creed, ça, non? Ça ressemble un peu. Mais tu comprends en voyant ça que, ok, c'est faussement inspiré de Ferrell, vous allez prendre des libertés avec le mythe, puisque de toute façon, le mythe original n'est pas une histoire vraie. Donc on en fait ce qu'on veut, c'est une fiction, on la tord comme on veut. Donc voilà, et globalement, moi j'ai bien aimé ce film, voilà, c'est un produit de son époque, c'est bien rythmé, c'est cool de voir Jessica Biel en héroïne, je trouve. L'atmosphère a bien fonctionné, et surtout il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est que même si le film, je dis qu'il est lisse, etc., il y a quand même un vrai travail sur le fait de le rendre vraiment craspec, assez poisseux, moite et sale. Et c'est vraiment un film où il y a déjà très peu de notions d'hygiène, mais quand tu vois les images, t'as un peu envie de prendre une douche après l'avoir vu, quand même. C'est vraiment crado par moment. Et pour ce qui est du suivant, du coup, Massacre à la tronçonneuse, le commencement en 2006, eh bien là, je le dis tout de suite, j'ai davantage apprécié celui-là. J'ai davantage apprécié ce film. Oh, quelle surprise, ouais. Je suis estomaqué. Tu t'y attendais ou pas? Ah non, je m'y attendais pas du tout. Tu t'y attendais pas? Je pensais au contraire que tu allais détester ce film. Eh ben non, je vais te dire pourquoi j'ai davantage apprécié ce film, et pourquoi je pense que peut-être que celui-là est passé un petit peu incompris. Et peut-être, il est aussi passé, on va revenir dessus, il est passé un peu à côté de son sujet aussi, mais je pense qu'il a aussi en partie été incompris. On est du coup en 2006, sort ce Massacre à la tronçonneuse, le commencement, qui du coup est une préquelle au reboot de 2003. C'est réalisé par Jonathan Liebesman. Ça commence en août 1939, donc on est bien dans une préquelle, mais l'action en fait va se passer en réalité en 1969, donc c'est-à-dire 4 ans avant les événements du Massacre à la tronçonneuse que l'on connaît, et on va avoir un changement assez radical dès le début, c'est-à-dire que jusque-là,
D'ailleurs, on n'est pas revenu dessus pour le film de 2003, mais on est face à des personnages dont on voudrait nous faire croire que ce sont des jeunes des années 70, alors que ce sont juste des jeunes des années 2000. Ils arrivent jamais à installer le fait que ça se passe vraiment dans les années 70, à mon sens. C'est vrai, pour Jessica Biel, tu la vois arriver avec son crop top et tout. Enfin non, avec son... C'est même pas un crop top, c'est... Et puis c'est un haut noué au-dessus du nombril. On est vraiment full période Britney Spears, tout ça, quoi. Rien à voir. Et d'ailleurs, ils essaient à peine ils essaient même pas de nous les faire passer pour des hippies. Là, on va avoir une bande de jeunes qui, d'emblée, n'est plus un groupe de hippies. Et ça, j'ai trouvé ça malin. Parce que, pour le coup, ce sont des jeunes dont un de ces jeunes est parti, déjà, faire le Vietnam. Il est parti faire le Vietnam et, surprise, chose bizarre, il veut y retourner. Il veut y retourner en emmenant son frère. Et du coup, on va avoir deux personnages comme ça qui discutent un peu de la guerre, et on va avoir leurs copines qui n'ont rien à dire contre le fait qu'ils partent à la guerre. Et déjà, ce changement-là, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce truc où on nous présente des personnages de Massacre à la tronçonneuse qui ne sont plus des hippies, qui ne sont plus des jeunes pacifistes des années 70, avec tous les clichés que ça peut comporter. Et je reviendrai dessus tout à l'heure, on va parler du film, mais je suis passé de qu'est-ce que c'est que ce truc à putain, c'était une bonne idée. Eh ben écoute, je suis... Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai bien aimé Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Je l'ai trouvé moins divertissant que celui de 2003, évidemment, puisqu'il va plus aller dans l'histoire et moins dans le déroulé un peu vénère qu'on peut avoir dans le film, dans le slasher des années 2000. Mais j'ai bien aimé ce film. Tu le disais, donc ce sont deux frères qui vont partir pour le Vietnam. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'ils soient tous des post-hippies, enfin des pré-hippies. Il y a de... Ah non, ils n'en sont pas. Ils n'en sont pas. Non, mais il y en a un des deux qui a pas envie de partir. Oui. Et les deux copines ne sont pas d'accord, puisqu'il y en a une des deux qui a pas envie que son mec parte. Elle le dit vraiment pas très clairement. Et il prévoit de fuir au Mexique quand même les deux, hein, donc. Oui, voilà, c'est ça. Ils prévoient de partir au Mexique, mais ils sont plus dans la fuite. En fait, ils ont zéro discours militant contre la guerre, tu vois. Ah oui, non, oui, c'est plus échappé au fait de partir. Ils partent au Mexique, mais ils ont rien contre la guerre. C'est juste, ils s'échappent pour eux, quoi. Ouais, c'est sûr. Le film, si je me souviens bien, commence à l'abattoir, hein. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, au même moment où on a donc ce groupe de jeunes qui est sur la route, il y a Leatherface qui perd son job à l'abattoir, et son oncle va tuer le shérif, d'emblée de jeu. Et c'est là qu'on comprend pourquoi, dans le massacre à la tronçonneuse de 2003, le grand méchant de la famille est le shérif. En fait, ce n'est pas le shérif, c'est juste qu'il a tué le shérif et qu'il a volé son uniforme. Il a pris son nom et il a pris son uniforme, donc, tout simplement. Donc les jeunes vont être, comme on peut s'en douter, victimes d'un accident de la route, et ils vont être interceptés par le shérif et finir par mourir les uns après les autres. Ça, c'est la base du film, en gros. Ça, c'est la trame du début. Alors tu le disais, c'est réalisé par Jonathan Liebesman, qui avait fait un film qui avait un petit peu marché, je crois, qui s'appelait Darkness Falls, en tout cas qui avait été remarqué, et il fera ensuite La Colère des Titans et Les Tortues Ninja en 2014. Donc c'est un réalisateur qui à ce moment-là de sa carrière a fait de l'horreur, mais qui plus tard va vachement se diversifier. Et donc l'idée que va défendre Jonathan Liebesman dans ce film, c'est comment est-ce que le jeune Thomas Hewitt, puisqu'on apprend son nom, il s'appelle Thomas Hewitt, va devenir Leatherface. Et ensuite comprendre l'histoire de sa famille. Il va y avoir une contradiction d'emblée avec le remake, comme je le disais tout à l'heure, c'est au niveau du cannibalisme. Là, on nous fait bien comprendre que c'est par nécessité au début et qu'ils vont manger de la viande humaine. Ce qui ne paraît pas cohérent avec le fait qu'il y ait toujours des animaux dans l'abattoir abandonné d'ailleurs, mais ça va essayer de nous faire comprendre pourquoi ils sont devenus cannibales. Même si les raisons sont un petit peu, au final, assez floues. La première heure du film est pas super rythmée, c'est vraiment de l'exposition, et je pense que c'est ça qui a dû te plaire, Charles, c'est qu'on prenne le temps de vraiment nous installer les personnages. Pas trop, non, c'est pas tellement ça, parce que je trouvais que, de toute façon, tous les films Massacre à la tronçonneuse, c'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais depuis le premier, il y a aucun film Massacre à la tronçonneuse qui dépassera les 1h40. Ah oui, c'est des je trouve que ça reste, pour le coup, ça reste, on va dire, relativement honnête dans la proposition, c'est qu'on va avoir des films qui vont faire entre 1h20 et 1h40. Et c'est vrai que moi, à la limite, la scène, enfin, tout ce qui est scène d'exposition, j'ai trouvé ça trop long, hein, dans Massacre 2006, j'ai trouvé ça beaucoup trop long, et honnêtement, je me suis ennuyé. Non, je dis pas que c'est un très bon film, hein, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas aimé, notamment le fait que
on nous trouve une origin story à tout ce qu'on voit dans le remake de 2003, et comme je n'ai rien eu à faire, mais vraiment rien du tout eu à faire du remake de 2003, avoir des bouts d'origin story de pourquoi un tel a perdu ses jambes, pourquoi un tel est devenu shérif, pourquoi, j'en avais rien à faire. Mais vraiment rien à faire. Et qui est cette personne, la voisine en surpoids? Ah, voilà, on s'en fout. On s'en fout. C'était pas important, effectivement. Donc, passer cette première heure pas giga rythmée, vraiment quelques longueurs, on arrive sur une dernière demi-heure qui est un vrai déferlement de violence full torture porn. On a découpage de bouts de peau, donc tronçonnage d'abdomen avec les tripes qui volent, des gros plans sur une tête dont le visage a été enlevé, et comme tu disais, un tranchage de jambes à la tronçonneuse assez crado, une gorge tranchée en gros plan. Et gratuit. Ouais, il y a plein de trucs qui sont gratuits. Tout est gratuit. C'est vraiment violent. En fait, comme le Massacre à la tronçonneuse de 2003, ce sont des films qui vont vraiment préfigurer la grosse vague de torture porn qu'on va se prendre par la suite. Ça reste plus léger que les Saw et les Hostel, bien sûr. Mais là, on est même complètement dedans. Hostel, c'est 2005, si je dis pas de bêtises. Exactement. Enfin, j'ai plus la date exacte, mais oui, c'est sorti entre les deux films, il me semble. Et donc, on sent que voilà, il y a eu l'amorce avec le Massacre de 2003 qui était assez vénère déjà. Et sur le 2006, là, on lâche la bride. On y va à fond. Donc voilà. Tout en nous mettant des éléments en plus sur le lore global de Massacre à la tronçonneuse, avec la faillite de la ville, la naissance de Leatherface, tout ça. Mais vraiment, la dernière demi-heure, ça va être full violence. C'est peut-être le film le plus violent de la saga, je pense, visuellement. C'est pas impossible, ouais, c'est peut-être un des plus violents de la saga. Et je vais te dire pourquoi j'ai aimé ce film maintenant, puisqu'on l'a résumé, on a donné les grandes lignes. Au début du film, on a une référence au plan d'Apocalypse Now, qui est fait carrément sous forme de vanne, qui est littéralement une forme de vanne, c'est-à-dire que le frère qui veut retourner à la guerre, on le voit sortir de l'eau de sa piscine avec le visage comme ça, tout doucement, à la manière du plan iconique d'Apocalypse Now. Et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'en fait, ce jeune qui veut partir à la guerre, il va traverser la guerre aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il va traverser un contexte de guerre aux États-Unis et il ne va pas en réchapper. Il ne va pas en réchapper parce que, surprise, évidemment, il y a... Alors, il y a même pas de Final Girl, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, dans celui-là. Tout le monde claque dans ce film. Et j'ai trouvé ça vraiment habile. C'est-à-dire que des personnages qui ne sont pas foncièrement contre la guerre du Vietnam, un qui hésite à partir, on voit qu'il hésite à accompagner son frère, un qui est complètement pour repartir et qui a vraiment envie de repartir à la guerre, et toutes ces personnes-là, elles vont finalement vivre quelque chose qui est du niveau d'horreur d'une guerre au Texas, sur le sol américain, et aucune de ces personnes ne va en réchapper. Et je trouve que c'est vraiment le truc intéressant en fait du film, le truc qui m'a fait, on va dire, apprécier ce film, c'est que pour la première fois depuis un moment, on a un message qui se rajoute au message du Massacre à la tronçonneuse originale. À la fin, à la toute fin du film, dans la dernière séquence, on va avoir une sorte de reprise du plan de début, où on a le jeune gars qui sort sa tête de l'eau de sa piscine à la manière d'Apocalypse Now. À la fin du film, on a ce qu'on pense être la Final Girl qui se planque dans la boue et dans l'eau, qui est recouverte de boue et de sang, et dont on voit, pareil, la tête et le haut du corps dépassés de la flotte. Et là, c'est le vrai contexte de la guerre. C'est-à-dire qu'au début, on a le jeune qui joue à la guerre. Il joue au film de guerre. Ils vont passer par un truc qui va être du niveau d'horreur de ce qu'est la guerre. Et ils vont être vraiment recouverts de cette boue, vraiment recouverts de ce sang, du sang de leurs amis, sur le sol américain. Et aucun d'eux ne va en réchapper. Et on a des références visuelles rapides en début et en fin à Apocalypse Now, et j'ai trouvé que ça, pour le coup, c'était un truc qui, dans Massacre à la tronçonneuse, venait rajouter, on va dire, un message à l'original, et du coup, ce reboot, cette préquelle de reboot, je l'ai plutôt apprécié parce que je trouve qu'elle rajoute vraiment quelque chose aux films originaux. C'est vrai que vu comme ça, effectivement, je n'avais pas vu comme ça. Moi, je me suis globalement ennuyé devant le film parce que voilà, le full déballage de torture porn à la fin, moi je suis pas client de ce genre de truc, et même que j'ai Mais il sert, c'est là qu'il sert, oui, tu non, vois. C'est que le full déballage de torture porn, il sert parce que ce gars qui veut partir à la guerre, il va se faire torturer. Il va se faire torturer, attaché et torturé, et il va passer de
de la guerre, on va dire, même il a visiblement déjà fait une partie du Vietnam, il va passer de cette guerre un peu théorique, ou de cette guerre où il est en position de domination aussi, puisqu'il est en position de c'est moi qui ai le meilleur équipement, c'est moi, enfin dans la guerre du Vietnam, c'est les Américains qui avaient l'avantage technologique. Il passe de ça à celui qui est finalement le soumis en fait dans le conflit. Il devient le soumis du conflit. Et en étant le soumis du conflit, il se rend compte que c'est pas drôle et que c'est horrible et que d'ailleurs il va pas y survivre. Ah mais c'est vrai que ces références à la guerre, t'as raison, maintenant que tu me parles de ça, je les vois beaucoup plus clairement, déjà rien que le fait d'avoir, dans un des personnages principaux, un des acteurs de Full Metal Jacket, et il y a aussi cette scène qui fait beaucoup plus sens, qui est un moment de bascule du film, qui est une scène d'entraînement forcé, où justement on force un des deux jeunes à faire des pompes en lui foutant des grands coups dans le dos. Je comprends mieux, ouais, du coup la métaphore, on sent que au début, ça c'est quasiment dans leur première rencontre avec la famille tronçonneuse, on sent qu'on est encore à l'entraînement avant d'arriver sur la dernière demi-heure qui est vraiment la guerre. Et je le comprends mieux comme ça, effectivement. Ouais, bon éclairage. T'es le premier étonné. Quand j'ai vu le film, à la fin, je me suis dit waouh, mais attendez, c'est un film qui avait quelque chose à dire, parce que pour moi, le remake de 2003, je suis peut-être passé à côté de quelque chose aussi dans le remake de 2003, mais pour moi, le remake de 2003, c'était beaucoup de trucs gratuits et beaucoup de trucs qui venaient, casser un peu le mythe du secret et du mystère autour de Massacre à la tronçonneuse. Là, avec cette préquelle, le film fait autre chose, apporte quelque chose, je trouve. Après, le souci, c'est que ce film-là est toujours produit par les mêmes personnes et qu'il faut faire rentrer du monde en salle, etc. Donc, effectivement, la trame des deux frères en métaphore de la guerre est intéressante. Malheureusement, c'est pas eux qu'on va suivre le plus dans le film. On va surtout suivre le personnage incarné par Jordana Brewster, donc qui joue Mia Toretto dans la saga Fast and Furious, et qui est aussi mannequin, qui joue le rôle principal et qui clairement n'est pas très impliquée dans son jeu d'actrice. Et donc c'est surtout elle qu'on va suivre, et c'est pour ça je pense que je me suis globalement un peu ennuyé, parce que elle transmet pas grand chose à l'écran. La réalisation était assez générique globalement, voilà. La mise en scène est vraiment quelconque. Ouais. Alors par contre, effectivement, j'avais bien aimé l'ultime scène qui a un dénouement plutôt cruel, même pour un Massacre à la tronçonneuse. On nous fait croire que, en fait non. Qu'il va y avoir une Final Girl. C'est vraiment, c'est méchant, tu vois. Et j'ai trouvé ça. C'est méchant, mais ouais, encore une fois, c'est ça. Pour moi, c'est un film qui parle de la guerre et on ne réchappe pas à la guerre, quoi. C'est ça. Ouais, non, c'est bien, ouais. Je comprends mieux maintenant. L'intérêt qu'on peut trouver à ce film-là, qui moi m'avait pas grandement plu. Donc voilà. On passe à l'autre film. On change de décennie. Oui. On passe de 2006 on change de à décennie 2013. et on change aussi de chronologie surtout. Ça c'est important. Puisque Exactement. le Massacre à la tronçonneuse de 2003 et au commencement de 2006 fonctionne comme un vrai diptyque au sein de la saga. Donc là, à ce stade-là, avant qu'on passe au prochain film, on a deux chronologies distinctes. On a les 4 premiers, qui sont sortis dans les années 70 à 90, qui forment en quelque sorte une tétralogie. Et puis, on a ces deux films-là qui fonctionnent ensemble. Et là, ça va devenir plus compliqué. Avec Texas Chainsaw 3D, sorti en 2013. Car Texas Chainsaw 3D est présenté comme une suite directe du premier Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. C'est-à-dire qu'on va effacer tous les films de la saga, ce qui est quand même assez ambitieux, et on va raccrocher les wagons avec le film de 1974. Mais comme nous sommes en 2013, il va y avoir de la 3D dedans. J'ai repéré 1 ou 2 plans, genre, qui utilisent vraiment la 3D. Il y a du jet de tronçonneuse. Des plans complètement abusés. Donc, l'affiliation va être totale puisque le générique s'ouvre directement sur des images du film original. Oui, c'est vrai, ouais. C'est une des scènes réussies du film, je trouve. On revoit... C'est le générique. C'est peut-être la seule scène réussie du film, on va y revenir. Mais donc ça s'ouvre sur des images du film original au moment où Sally a réussi à échapper au Sawyer. Donc on a un long générique qui va réutiliser beaucoup d'images marquantes du film original de Tobe Hooper. Et le film va vraiment commencer quelques secondes après la fin du premier Massacre à la tronçonneuse. C'est-à-dire qu'on voit même le camion qu'on voyait dans Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, on le voit même sur la route. Et là, on va suivre le shérif qui intervient à la maison des Sawyer. Donc les Hewitt, c'est fini, hein. Là, c'est vraiment les Sawyer. On retrouve les Sawyer du premier film. Et c'est super chelou, parce que ce ne sont pas les mêmes acteurs pour les Sawyer, alors qu'on a vu les acteurs originaux quelques secondes plus tôt dans le générique, qui est quand même un peu casse-gueule, et donc là on voit, regardez, c'est ceux que vous avez vu dans le générique, mais pas joués par les mêmes acteurs. Déjà c'est un peu, voilà. Et on voit qu'il y a surtout beaucoup plus de monde dans la famille tronçonneuse, ce qui n'était pas le cas avant. Là on a vraiment un clan, limite un clan tribal, ouais. C'est vraiment... Il y a beaucoup plus de monde.
À la limite, je comprends parce que du coup, ça va servir un petit peu le reste du propos du film et on a l'impression qu'il s'est pas écoulé quelques secondes, mais plutôt quelques minutes, peut-être une demi-heure, pendant laquelle le reste de la famille qui habitait autour est un peu venu à la rescousse. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir rajouté tous ces gens dans la maison. Je ne vois vraiment pas l'intérêt, si ce n'est du coup rajouter une femme et un bébé qui, elles, vont servir en l'occurrence à la suite du film. Et des caméos, parce que je crois que le mec qui joue Chop Top dans le 2 est de retour vite fait à l'écran, tu vois. Mais c'est vraiment gros clin d'œil appuyé. C'est pas le premier. Il va y en avoir beaucoup enfin, c'est un des premiers et il va y en avoir beaucoup dans le film. Des gros clins d'œil appuyés. Genre vraiment en mode on te tape dans les côtes en mode t'as vu, c'est machin du premier. Donc non, ça commence comme ça. Ensuite, les habitants de la ville la plus proche, puisque visiblement il y a une ville la plus proche. C'est ce qui n'était, jusque-là, on pensait vraiment que la maison des Sawyer était vraiment perdue loin de la ville. Hein. Mais bon, là visiblement il y a une ville proche. Et les habitants de la ville découvrent l'affaire et veulent se faire justice eux-mêmes, donc ils vont attaquer la maison. L'un d'entre eux va abattre Loretta Sawyer, une des membres de la famille, et emporter son bébé. Flash forward 20 ans plus tard. Le bébé a grandi, il est devenu la très jolie Heather, jouée par la non moins jolie Alexandra Daddario, qu'on voit actuellement dans la série Why Women Kill, et qui avait eu un petit rôle aussi dans la série True Detective, dans la saison 2, et on l'a vu aussi au cinéma dans Percy Jackson, on l'a vu dans Alerte à Malibu avec Dwayne Johnson. Oui. Donc voilà, c'est une actrice qui est plutôt sympathique, et qui là ne va pas aller dans le registre de la comédie, ce qu'elle fait depuis ces dernières années, mais qui va là aller en tant que Final Girl d'un film d'horreur, pourquoi pas. D'ailleurs, énorme problème, hein. Je sais pas si tu as noté, mais on est sur, à un moment donné dans le film, ils vont utiliser des iPhones de 2013, enfin des iPhones de 2012. Oui, j'allais y revenir. Énorme problème, puisque on nous dit que ça s'est passé en 73, que du coup, la suite du film se passe de nos jours, sauf que Alexandra Daddario, elle est née en 86. Elle est beaucoup trop jeune. Voilà. En fait, le film est censé se passer environ 20 ans après 74. Donc en plein milieu des années 90, normalement. C'est ça, ça ne va pas être appuyé du tout dans le film. Et d'ailleurs, le scénariste ne va pas comprendre. Hein. Il va donner des interviews plus tard, le scénariste de Texas Chainsaw 3D, en disant « Je comprends pas, moi j'ai fait un script qui se passe du coup dans les années 90, parce que c'est 20 ans après le premier film, et il y a un iPhone. » Donc on sent que la scène a été rajoutée pour je sais pas quoi d'ailleurs, mais c'est parce qu'elle sert pas à grand chose cette scène avec un iPhone. Non, la scène sert pas à grand chose, mais par contre l'iPhone c'est un objet, par contre l'iPhone sert dans la scène, c'est ça qui est horrible, c'est qu'ils auraient pu, je sais pas, utiliser faire venir le personnage à qui ils veulent, parce qu'en fait c'est un flic qui filme une scène, je sais pas, ils auraient pu ramener le personnage, faire quelque chose, mais non, ils décident de lui faire une sorte de live stream, FaceTime, de live stream. C'est complètement bizarre. Donc FaceTime dans les années 90, déjà, gros problème, qui n'est pas le seul problème du film, évidemment. Donc Heather reçoit un jour le testament de sa grand-mère décédée, qui était donc la mère de Loretta Sawyer, et elle doit se rendre au Texas pour recevoir une propriété dont elle a hérité. Elle décide de s'y rendre avec son mec et avec ses amis, et évidemment, tous les Sawyer ne sont pas morts, Leatherface est toujours en vie et va massacrer tout ce beau monde. Premier gros problème, parce que là on a évoqué des petits problèmes. Premier gros problème, aucun respect vis-à-vis du film original, même s'il dit en être la suite directe. D'où sort ce shérif? On apprend que, voilà, c'est ça, d'où sort le shérif, on apprend que les Sawyer, en fait, il y en a qui qui se sont renommés, qui ont changé de nom entre-temps, parce qu'on va l'apprendre d'ailleurs un peu plus tard dans un autre film, que la Verna, elle s'appelle, je crois, Verna, la grand-mère. Qui est jouée par Sawyer. Marilyn Burns. Oui! Ouais. L'actrice principale du premier film, clin d'œil. Et en fait, elle va avoir une grande maison bourgeoise gigantesque. Enfin, il change complètement de classe sociale. On apprend que, en fait, la grand-mère avait une baraque gigantesque, un super jardin. Enfin, c'est vraiment très étrange. Oui, donc il y a ça, et puis même le lieu de l'action, quoi. C'est-à-dire qu'on est censé être dans les massacres à la tronçonneuse, dans le trou du cul du monde, vraiment, dans une zone où même la disparition d'un shérif n'inquiète pas, comme on l'a vu dans les deux films précédents. Et donc, cette scène d'ouverture du film, où rien ne va, hein, et où les habitants d'une ville proche, qui connaissent visiblement l'existence des Sawyer, ce qui est déjà absurde, vont cramer la maison des Sawyer. Pour moi, c'est une belle métaphore de ce qui va se passer dans ce film. C'est-à-dire qu'on va complètement cramer l'héritage de Toby Hooper pour faire n'importe quoi avec. Ce qui est très étonnant, parce qu'en fait, c'est un film qui va vraiment le cul entre deux chaises. Il y a de ce côté-là cette absence totale de respect pour le film original, et de l'autre côté, ils vont se faire chier sur plein de trucs
pour singer l'original. Ils vont aller rechercher Gunnar Hansen, l'interprète original de Leatherface. Donc, alors, sur le principe, moi, un acteur qui a vieilli pour jouer un personnage qui a vieilli, je trouve ça pas mal, en soi. Bah oui, non, c'est plutôt logique de le faire jouer. On voit qu'il a la barbe blanche dessous, on voit que Leatherface a vieilli, quoi. Et là, on sent que c'est uniquement pour mettre le nom de Gunnar Hansen au générique et dire, vous voyez, on a quand même un vrai intérêt pour le film original, quoi. Donc t'as aussi le tatou mort, comme d'habitude, quand ils arrivent dans la ville au Texas, la ville de Newt, donc. Le fait que le job de l'héroïne Alexandra Daddario ce soit de couper de la viande dans un supermarché. Donc voilà, clin d'œil, l'abattoir. Le code de sécurité de la maison, ils vont même jusque là. Oui, le code de sécurité de la maison, c'est la date de la fuite de Sally et de l'attaque de la maison des Sawyer, quoi. C'est 08-19, donc 19 août. C'est n'importe quoi. Et t'as aussi un plan de contre-plongée sur le cul d'une actrice en short qui rappelle le fameux plan iconique avec la balançoire dans le premier massacre à la tronçonneuse. On a des crochets de boucher, on a une meuf vivante dans un frigo aussi. Qui va se faire tirer une grosse bastos dans la tête immédiatement. Voilà, et donc Marilyn Burns qui joue la grand-mère d'Heather. On a vraiment beaucoup de petits détails pour nous faire des gros clins d'œil en disant « regardez, vraiment, on a un peu de respect pour l'original », alors qu'en fait, ils passent leur temps à le savater pendant tout le film. En fait, grosso modo, pour résumer le reste du déroulé du film, en fait, Alexandra Daddario, donc Heather, elle va petit à petit évoluer, elle va très rapidement, elle va évoluer, on va dire, de manière abrupte. Pendant toute la première partie du film, ses amis se font chasser par Leatherface et se font démolir la gueule par Leatherface. Et elle aussi, Leatherface ne sait pas que Heather est en fait sa cousine. Donc il va essayer de la démolir aussi, il va essayer de la tuer. On va avoir un moment de bascule, donc ça c'est toute la première partie du film qui en fait, pendant 45 minutes, 50 minutes peut-être, 55 minutes, je sais plus, va se dérouler comme un slasher complètement classique. C'est un slasher classique. Leatherface est dans le sous-sol, il défonce les jeunes qui arrivent dans la maison, et voilà. À partir d'un moment, Alexandra Daddario, donc Heather, va se rendre compte qu'en fait, Leatherface est de la même famille qu'elle et que c'est le dernier survivant de sa famille. Elle va tomber sur le rapport de police qui explique, grosso modo, les différentes injustices aussi dont ont été victimes les Sawyer, à savoir que la justice qui a été appliquée sur eux, ça a été une non-justice en fait. C'est des gens qui ont fait leur loi et qui sont allés brûler les Sawyer, donc il y a eu aussi une injustice envers les Sawyer. Et à partir de ce moment-là, elle va snapper. Elle va complètement snapper et elle va se ranger du côté de Leatherface. Et dans la dernière partie du film, elle va agresser les flics, elle va être violente envers le reste de la société civile, dont certains en fait ont vieilli, et on se rend compte que le maire de la ville, c'est je crois qu'il s'appelle Hartman ou Burt, je sais plus, qui est en fait l'instigateur de ceux qui ont brûlé les Sawyer. Il est devenu maire de la ville, et en fait elle va se retourner contre eux, et elle va se ranger du côté de Leatherface. Et il va y avoir une partie survival, mais survival contre la police. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage, parce que grosso modo on a deux films en un. On a toute la première partie du film qui est un slasher classique, et on a toute la deuxième partie du film où se développe en fait l'originalité de ce film, à savoir que le film à la base ce qu'il voulait faire, c'est transformer les Sawyer en bêtes traquées. Faire des gros monstres, finalement, les gros monstres de 1973-1974, en faire des victimes. Et ça, il ne va le développer finalement que à la fin du film. Et je trouve ça vraiment dommage parce que à la limite, si le film, depuis le début, on avait eu, je sais pas, je réécris le truc, mais si on avait eu Heather qui arrive seule dans la maison, pas avec ses amis, seule, y a pas de slasher, y a pas de massacre. Elle arrive, elle tombe sur Leatherface, et Leatherface se rend compte de la marque, parce qu'elle a un petit tatouage une marque du symbole de la famille près de l'épaule. Leatherface se rend compte qu'elle est une Sawyer, et à ce moment-là, l'intrigue se développe, et elle se fait pourchasser à son tour par la police, et on aurait pu avoir tout un film survival autour de elle qui se fait pourchasser, elle et Leatherface qui se font pourchasser par la police et qui se défendent, et ça retransforme, ça continue le propos du début du film, à savoir que les Sawyer sont des bêtes traquées. Là, c'est pas du tout ça qui va se passer. Le film, il se déroule de manière complètement classique au début et ne développe son propos qu'à la fin, et j'ai l'impression qu'il y a juste deux films en un. Mais même avec ce discours, j'aurais eu un problème, parce que c'est vrai que c'est la tentative du film de faire un semblant de truc nouveau, c'est qu'on nous présente les habitants de la ville de Newt comme les vrais monstres,
Et à la fin du film, comme Leatherface, comme une espèce de sauveur, on a même de l'empathie pour lui quand Oui, quand c'est il se ça. fait Oh tabasser. oui, on est complètement avec lui à la fin. Donc on sent qu'il y a une espèce de moralité de nous dire qu'il y a du mauvais en tout le monde, que les pires monstres sont pas forcément ceux qu'on croit, enfin voilà, des trucs un peu classiques. Mais en fait ça, je pense que ça aurait pu marcher si le film ne citait pas autant le premier, puisque du coup on a vu Oui, le en premier, plus, ouais. on nous l'a même rappelé en début de film. Et on sait que les Sawyer étaient pires que les villageois. Donc c'est ridicule parce que à la fin, Heather va finir par s'occuper de Leatherface alors qu'il a tué tous ses potes sans raison. Et malgré ça, on Oui, essaie de c'est nous ça. faire croire que la pauvre bête traquée, en fait les vrais monstres c'est les habitants de la ville. Mais les habitants de la ville, ok, c'est des connards, mais parce qu'ils ont quand même buté toute une famille, et c'est un peu chaud quand même, la justice aurait dû faire son travail. Mais en attendant, la famille qu'ils ont tuée, c'est quand même une famille de psychopathes qui tuaient des gens pour faire des lampes avec leur peau, quoi. Donc je trouve que ce propos-là aussi n'aurait pas fonctionné, puisque le film, dans tous les cas, s'inscrit dans une mythologie dans laquelle on ne peut pas faire ça. Ouais, puis même, enfin, Heather, du coup, ça veut dire que, d'un coup, elle passe de Leatherface a massacré mes amis, genre elle est complètement effondrée, à je vais l'aider. Enfin, ça n'a aucun sens. En termes d'écriture, ça n'a absolument aucin sens. À la rigueur, si ça avait été Jordana Brewster en actrice, on aurait pu comprendre, parce que Fast and Furious, la famille. Mais là, non. Là, non. Là, je ne comprends pas. Mais c'est pas, voilà. Ça, c'est les gros problèmes, on va dire, structurels du film et de thème du film. Et du coup, c'est ce qui fait en partie que du coup, le film s'effondre, quoi. Mais après, à côté de ça, donc ça, c'est sur le fond, mais sur la forme aussi, le film est catastrophique. Voilà, la réalisation est complètement naze. La 3D est vraiment putassière. On sent que il y a des trucs, c'est fait exprès pour faire légèrement sursauter, d'autres pour mettre en avant la poitrine de l'héroïne. On a les flics, donc voilà, comme tu disais, qui ont des iPhones, mais ça c'est des problèmes, c'est des petits problèmes. La réalisation, globalement, dans son ensemble est naze. On a des travelling compensés en mode phénomène Raven par moment, vraiment, tu sais, ce moment quand elle a une vision Raven, et qu'il y a cette espèce de gros travelling compensé vénère, bah là on en a. Tu vois, on en a dans ce film, on a des ralentis qui servent à rien, le gore est mal fait, je veux dire, il y a un moment où un mec se fait couper en deux, en gros plan, et c'est horrible, c'est vraiment très 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 mal fait, les plans qui singent l'original, et puis même les costumes et les décors, mais à un moment il y a un cimetière à côté de la maison, et je n'ai jamais vu des tombes Des aussi pierres, fake oui, au je suis cinéma. d'accord. On voit qu'elles étaient en carton, Mais c'est c'est ouf. abusé, mais sans déconner. La maison est hyper clean. Rien que ça, le masque de Leatherface est mal fait, c'est-à-dire que dites-vous que ce film a eu quand même pas mal de budget, et ils arrivent à faire un masque mal fait pour Leatherface. Ah non, mais le production design, globalement, tout ce qui est production design, il y a rien à sauver. Ah non, mais il y a rien, et puis ça joue mal. Enfin, je sais, les flics et le maire surtout, mais c'est une catastrophe, et puis c'est beauf, quoi. Enfin, c'est ultra beauf, et les effets spéciaux sont ratés. Il y a vraiment pas grand-chose à sauver de Texas Chainsaw 3D, qui n'est, en revanche, et c'est là que je fais preuve d'un tout petit peu plus de compassion par rapport à toi, je pense, qui est également un produit de son époque, qui est un produit aussi de divertissement. 2013. Oui, c'est récent, c'est typique des films de 2013. Non. Peut-être même un peu plus ancien. Vraiment, le côté slasher bien débilos avec le groupe de jeunes auquel on s'attache pas. C'est même limite plus années 2000 en fait. J'ai pas aimé le film, hein, non. Très clairement. Enfin, je vais pas faire de tout. Je vais pas prendre de recul là-dessus. J'ai vraiment pas aimé le film. Hein. En revanche, je le reverrai plus lui que Massacre à la tronçonneuse de la nouvelle génération, qui en plus d'être mauvais est extrêmement chiant. C'est-à-dire que moi, Massacre à la tronçonneuse, la nouvelle génération, je l'avais acheté en DVD en me disant ça va être un nanar, je vais passer un bon moment, je vais rigoler. Non, c'était vraiment très ennuyeux. Et vraiment, j'ai passé un très mauvais moment devant ce film. Là, Massacre à la tronçonneuse 3D, on est plus sur un divertissement mauvais, très très mauvais, mais qui peut davantage se laisser regarder. Donc pour moi, c'est pas le pire de la saga, parce qu'au moins celui-là, on peut le regarder sans s'énerver, on va dire. Enfin, si on s'énerve par moment, mais sans vraiment s'endormir devant. Parce que c'est relativement bien rythmé, mais c'est pas du tout un bon film. Je suis d'accord. On passe au dernier. Le dernier, qui est sorti il y a pas longtemps, hein, il y a 3 ans. 2017. Ouais. Leatherface. Tu veux nous le résumer ? Je crois que tu l'as peut-être... Alors, je l'ai vu récemment. Hein, Tu l'as vu récemment, ouais. C'est un film d'Alexandre Bustillo et Julien Maury, deux Français. Deux Français qui avaient eu un petit succès avec À l'intérieur, avec Béatrice Dalle. Ah, oui.
qui avait, un petit peu comme des personnes comme Alexandre Aja, le cinéma américain leur a fait les yeux doux, et ils avaient été envisagés notamment pour le remake d'Halloween, qui a finalement été attribué à Rob Zombie, ce qui est plutôt une bonne chose, et le remake d'Hellraiser, qui finalement ne s'était pas fait, il s'était barré finalement. Et ce qui m'attriste un peu avec ces deux réalisateurs, c'est que ils étaient au fait des méthodes des studios américains. C'est-à-dire, ils s'en cachent pas, ils disent on sait que on est là pour exécuter une commande la plupart du temps, qu'on va mettre un tout petit peu notre patte, et que vraiment, en gros, tu te fais souvent niquer en tant que réalisateur français quand tu vas tourner aux États-Unis. Là, ils se sont fait vraiment niquer complètement. Sauf que ils savaient que c'était une possibilité, mais on les avait rassurés, et c'est ça que je trouve assez horrible, mais j'y reviendrai plus tard. En gros, le film s'est vendu comme un préquel de l'original de 1974. Donc, Exactement. On a une troisième chronologie qui s'est mise en place finalement. Et une troisième, enfin pas une troisième, mais une énième origin story à Leatherface. Voilà, c'est pour ça que ça s'inscrit, c'est pas dans la même timeline qu'au commencement, qui est sur la famille Hewitt. Là, on est sur donc ce Leatherface de 2017, c'est un préquel de l'original. Donc dans l'ordre, on a ce film-là, Leatherface, on a l'original de Toby Hooper, et ensuite on a Texas Chainsaw 3D. C'est pas la chronologie la plus fameuse, soyons clairs tout de suite. L'idée dans ce film-là, c'est vraiment de remonter aux origines du personnage de Leatherface, mais de nous faire comprendre comment il a basculé. Puisqu'en fait, pendant tout le film, on va suivre 3 jeunes et une infirmière, donc 3 jeunes qui se sont échappés d'un centre pour adolescents en difficulté / asile psychiatrique. L'Institut Gorman. Voilà, de l'Institut Gorman, qui ont kidnappé avec eux une jeune infirmière. Et le mystère, qui va vite être éventé évidemment, parce que c'est pas un film toujours très fin, c'est mais lequel de ces 3 jeunes est en fait Leatherface ? Le film nous fait quand même nous fout le doute un moment à ce niveau-là. Ah oui, le film nous met volontairement le doute à un moment sur un des personnages. Après, quand t'es familier de l'ensemble de la saga, tu te dis que ça peut être les 3, puisque c'est jamais totalement acté, en tout cas dans les 4 premiers, que Leatherface est forcément un homme. Donc voilà. Donc, mais bon, c'est globalement, il y a cette espèce de whodunit au début qui va pas tenir très très longtemps. Mais voilà, le pitch du film, ça va être ça. Il y a une loi qui est passée au Texas, donc on enlève le jeune Leatherface qui est mineur à un des jeunes de la famille Sawyer qui est mineur, et on va le mettre dans cet institut Gorman, et sa mère Vera va tout faire pour essayer de le sortir de cet institut. Et finalement, un soir, Vera, alors qu'elle avait tous ses papiers en règle pour le récupérer, le directeur de l'institut va faire traîner la procédure, et donc elle va s'énerver, et elle va déclencher une émeute, en quelque sorte, dans cet institut. Et donc ce groupe de 3 jeunes, dont son enfant, on ne sait pas lequel c'est à ce moment-là, vont s'échapper. Ils ont changé de nom, il faut savoir que voilà, c'est ça. En fait, il s'appelle Jed, je crois, dans Leatherface. Et ce qui va se passer, c'est que pour rendre plus compliqué leur identification au fait qu'ils appartenaient à une famille de plus ou moins de cinglés, quand les enfants arrivent à l'Institut Gorman, quand tous les enfants arrivent à l'Institut Gorman, tous changent de prénom et de nom, j'imagine, pour pas qu'on les retrouve. Donc en fait, on ne sait pas, il y en a un qui s'appelle Jackson, il y en a un qui s'appelle Bud, on ne sait pas parmi ces jeunes lequel est l'enfant de Vera Carlson, ou du coup de Vera Sawyer. Donc du coup c'est là que s'instaure le mystère, c'est-à-dire que de tous ces jeunes, oui, comme tu disais, on va avoir à un moment donné forcément par élimination, puisque ils vont mourir petit à petit, on va se dire c'est peut-être lui. On va avoir qui est Leatherface, et d'ailleurs la solution finale, je trouve, ne colle pas trop avec la manière dont le Leatherface original nous était dépeint. Non, mais en fait, il y a pas mal de problèmes dans ce film. Donc, le film passait cette première partie donc au centre, à l'institut, qui est un espèce de mélange entre centre pour les jeunes en difficulté et asile psychiatrique, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont des gros problèmes. Donc, puis il y a des pratiques. Voilà, il y a de la trépanation, pas de la trépanation, mais il y a des électrochocs. Voilà. Ouais, il y a de la torture. On est vraiment sur, vous imaginez centre de détention pour jeunes, le cliché de film d'horreur. Voilà, c'est ça. Outlast. Voilà, imaginez Outlast par exemple, c'est ça, c'est complètement ça. Et ensuite, on va avoir toute une partie qui ressemble plus à un film de cavale, un espèce de road movie, voilà, c'est... Ouais, et c'est là que je trouve que le film marche, en fait. Ouais, cette partie-là. C'est-à-dire que même la partie dans l'institut, en fait, je la trouve pas mal. Le film, je l'ai pas trouvé, je trouve, ne démérite pas à plein de moments. À plein de moments, on sent qu'il y a une tentative alors forcément, c'est une énième réécriture de l'origin story de Leatherface, donc au bout d'un moment, on commence à en avoir un peu marre, c'est logique. Mais je trouve que le passage par l'institut, la cavale des différents jeunes, et finalement la récupération par la mère, puisque la mère va finir par récupérer son enfant, je trouve que finalement, c'est loin d'être le pire film de la saga Massacre.
Ouais, non, c'est pas le pire. Enfin, vraiment, c'est par exemple mieux que Texas Chainsaw 3D et Massacre à la tronçonneuse de la nouvelle génération. Hein. Mais complètement, sans le problème problème. que j'ai avec ce film, c'est qu'il ne ressemble ni à ce que voulaient les réalisateurs, ni à ce que voulaient les producteurs. C'est un espèce d'entre-deux un petit peu chelou, quoi. Et c'est un film qui... le Laserface d'Alexandre Bustillo et de Julien Maury, techniquement, n'existe pas. Enfin, le film qu'on voit, c'est un film un peu malade, malheureusement, qui a souffert d'énormément de soucis de production. D'ailleurs, Julien Maury et Alexandre Bustillo ont rejeté formellement le film. Hein. Ils ont accordé des interviews où ils disent qu'ils l'aiment pas du tout. Il y a une interview dans Capture Mag, notamment, que je vous invite à lire, où on voit toute leur amertume vis-à-vis de cette expérience, où ils flinguent le film. Alors, c'est pas la première fois, hein. Il y a eu beaucoup d'autres jeunes réalisateurs français qui se sont fait niquer à Hollywood, bien sûr. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, là, ça a été un petit peu malhonnête, pour le coup. C'est que au début, c'est ce qu'ils expliquent dans l'interview à Capture Mag, c'est que au début, ils ont clairement dit les intentions qu'ils avaient, ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire de vraiment partir sur ce truc de road trip, d'origin story, de montrer on va dire en quelque sorte la santé mentale du jeune Sawyer qui va petit à petit décliner jusqu'à aller jusqu'au final où il devient Leatherface. Donc c'est censé être un film beaucoup plus posé, où vraiment on creuse vraiment le personnage de Leatherface, ça passe par des petits détails, et à la fin on comprend pourquoi est-ce qu'il devient Leatherface, et en fait dans le résultat final c'est beaucoup plus brutal. Le problème c'est qu'ils avaient dit au studio, donc c'est Millennium Films en l'occurrence, ils avaient dit qu'ils voulaient faire ça, et les producteurs leur ont dit ouais, pas de souci, c'est exactement ce qu'on veut, ça roule, machin, sauf que c'était un accord oral. Et quand ils ont rendu leur premier montage, et ben il y a un autre membre de la production qui a dit ah non mais pas du tout, y a pas de référence au film original, qu'est-ce qui se passe, non, nous on veut une suite à Massacre à la tronçonneuse, hein. Enfin on veut un film Massacre à la tronçonneuse, donc il faut une scène de dîner, il faut la tronçonneuse, il faut machin. Et en fait ils ont été complètement dépossédés de leur film. Il y a eu une équipe B qui a tourné d'autres scènes dont ils ne voulaient pas. Le montage final a été donc fait directement par la production, ils y ont pas touché. Ce qui donne ce film, voilà, un petit peu bancal, quoi. En fait, typiquement, le truc, c'est que eux, ils voulaient éviter tous les grands gimmicks de la saga qu'on a vu plein de fois. Ça se sent. Ça se sent dans la réalisation. Ouais. Sauf que, et c'est là que tu vois, il y a un vrai décalage, c'est que le film s'ouvre carrément sur une scène de dîner, ultra poussive, avec vraiment, là on est dans du surjeu total, les courtes focales à gogo avec les gens qui sourient de manière malsaine, enfin voilà, les gens qui crient pour faire les fous, c'est vraiment, c'est une version... Chose qu'on ne retrouvera pas dans la suite du film en plus. Non, voilà, c'est ça. Et les noms des réalisateurs s'affichent, parce que le générique se fait à ce moment-là, le nom des réalisateurs s'affiche à la fin de cette scène, et c'est très ironique, puisque justement, cette scène-là, ils n'en voulaient pas. En fait, cette scène, mais aussi tous les jumpscares artificiels et la plupart des scènes qui font référence au reste de la saga ont été ajoutées par Millennium et ont été tournées sans leur consentement par une deuxième équipe. Ce qui est un peu triste, malheureusement. Ce qui est triste, et on sent que c'est un film malade parce qu'on sent qu'il a, là aussi, alors, pas de la même manière que Texas Chainsaw 3D, mais qui a aussi un peu le cul entre deux chaises. Par contre, je le préfère quand même au remake de 2003. Ah ouais? Ah ouais, je le préfère. Ouais, je le préfère quand même sans problème au remake de 2003, même s'il tord complètement l'héritage de Massacre, notamment parce que on n'arrête pas de nous dire que c'est l'abattoir qui a rendu ces gens zinzin. Là, en l'occurrence, Leatherface, c'est pas l'abattoir qui le rend zinzin, c'est l'Institut Gorman. L'abattoir, alors que Leatherface est encore un jeune enfant, n'a déjà plus trop sa place au moment de la scène d'introduction. Donc tout le sous-texte de Massacre à la tronçonneuse, là, pour le coup, il passe quand même pas mal à la trappe. Ils ont une ferme, mais voilà. Et du coup, le côté zinzin de cette famille-là, bah, c'est juste, ils sont zinzin. Il y a plus d'origine, on va dire, il y a plus de cause à tout ça. Et surtout, Leatherface, on n'arrête pas de nous le présenter comme quelqu'un qui est un enfant qui n'a pas grandi. C'est un enfant qui n'a pas grandi, Leatherface. Or là, le Leatherface qu'on nous montre, bah c'est déjà un jeune adulte. Il a plus les émotions d'un enfant de 8 ans. Leatherface à ce moment-là. Et c'est pour ça que notre attention se porte davantage sur Bud comme étant un potentiel futur Leatherface et pas sur Jackson, parce que Jackson, il a la mentalité d'un jeune qui est tout à fait, il est même tout à fait sain d'esprit, il est tout à fait, voilà quoi, il y a pas de souci avec lui. C'est la suite qui va le faire vriller. Malgré ça, je trouvais le film quand même plus intéressant, plus prenant et qui tentait et osait plus de trucs que Massacre à la tronçonneuse de 2003. Ah mais je pense que le film que voulaient faire Bustillo et Maury était beaucoup plus osé que ça, hein, qui voulait vraiment aller à fond là-dedans. Après, moi je suis pas sûr, en fait en y réfléchissant, que leur projet de film à la base
aurait été vraiment meilleur, enfin aurait vraiment été beaucoup mieux que ce qu'on a eu là. Parce que évidemment il y a des soucis qui sont vraiment structurels, c'est-à-dire que on sent que la réalisation est faite pour du plan séquence et des scènes posées et que tout a été ensuite haché pour donner du faux rythme par la production. Ça effectivement on le voit, mais je pense que même sous sa forme originelle, c'est-à-dire beaucoup plus lente, beaucoup plus posée, beaucoup plus psychologique, je suis pas sûr que ça aurait marché. En fait, limite, je comprends un peu pourquoi on a retoqué leur version, tu vois. Je pense que ça aurait pas été un film qui aurait séduit un grand public, ce qui était l'objectif avec ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Maury et Bustillo, s'ils avaient eu les droits par un studio indépendant, je sais pas, par exemple, peut-être pas à 24, parce qu'à 24 ils sont beaucoup plus arty, mais par exemple par Blumhouse ou un truc comme ça, qui leur aurait filé plus de latitude, avec un petit budget, parce que là on l'a pas dit, hein, mais c'est vraiment un tout petit budget, c'est estimé entre 2 et 3 millions de dollars, donc c'est vraiment, et tourné en Bulgarie et non pas au Texas, hein. Ce qui est ils ont fait un beau travail quand même sur le fait qu'il y a certains moments où on s'y croit à peu près. Même si on est en Bulgarie. Le Texas est drôlement vert quand même. Hein. Eh bien, dis-toi qu'ils se sont renseignés et que d'où l'idée aussi dans le road trip de partir comme ça, c'est que il y a des zones du Texas, au nord du Texas, qui sont très verdoyantes. Et en fait, la nature qu'ils ont trouvée en Bulgarie correspondait en partie à cette nature du nord du Texas. Donc voilà, ça reste un peu cohérent. Mais c'est vrai que quand t'es habitué à l'univers très aride des précédents films, là ça fait très vert quand même. Mais bon, comme ça, hein, et on leur a dit vous tournez en Bulgarie dans nos studios, et eux ils ont insisté pour tourner en dehors des studios aussi, parce qu'au début ils voulaient que le film soit quasi entièrement studio, et eux ils ont fait mais c'est un road trip, on va pas tourner un road trip en studio, ça n'a pas de sens. Donc ouais, non, c'est ça, l'entreprise à la base était un peu casse-gueule quoi. Donc je me dis que ça aurait peut-être été plus fin sur le développement du personnage de Leatherface, mais je sais pas si j'aurais préféré le film au final. Je me demande si je me serais un peu poliment ennuyé devant le film d'origine. Je pense que je l'aurais largement préféré si ça avait abouti à leur vision, mais c'est vrai qu'il y a aussi quand même malheureusement pour les spectateurs aussi que nous sommes, des fois un petit peu de plaisir à voir ce que c'est qu'un film cassé. Ah oui, mais là clairement c'est ça, sur ce film-là. Il y a des volontés qui se croisent et des choses comme ça, et là il y a aussi le plaisir de voir quand même un film où il y a eu une volonté de la part de réalisateurs, il y a des volontés de la part du studio, et tout ça se télescope et donne un film au final qui est vraiment étrange, mais encore une fois que j'ai trouvé quand même bien mieux foutu et bien mieux écrit que le remake de 2003. C'est vrai que c'est bien aussi parfois un peu comme sur le masque de Leatherface, de voir les coutures du film, de vraiment voir qu'est-ce qui était l'idée de base. Enfin, Leatherface de 2017, c'est plus un film qu'on va prendre plaisir à analyser pour l'échec qu'il a malheureusement été en termes de production, que pour le film en lui-même. Mais ça reste un objet filmique intéressant du coup. Beaucoup plus intéressant que d'autres choses qu'on a vu dans cette saga. Et c'est là où je te rejoins, c'est que effectivement le Massacre à la tronçonneuse de 2003, je vais plus le revoir parce que je trouve que c'est un bon divertissement, mais il est beaucoup moins intéressant, infiniment moins intéressant que le Leatherface de 2017. Je suis d'accord. Eh ben écoute, on est arrivé au bout. Peut-être qu'un jour on en reparlera de Massacre à la tronçonneuse, puisque c'est pas terminé. Ouais. Non, c'est jamais terminé. Cette saga ne meurt pas. Il y a un reboot qui est normalement prévu, qui était censé sortir en 2020, mais bon là je pense que ça va être décalé, qui était censé être produit par Fede Alvarez, donc réalisateur de Evil Dead et du remake. Ouais, du remake d'Evil Dead. Évidemment, pas de l'original. Et d'ailleurs, pour le coup, remake d'Evil Dead, si je devais reprendre remake de Massacre à la tronçonneuse, remake de La colline des yeux, remake de Vendredi 13, tout ce tas de remakes là, remake de Nightmare on Elm Street qui pour moi est peut-être le pire de tous. C'est le pire de tous. Et ben le remake d'Evil Dead est sans doute un des plus réussis. Sans aucun doute même. C'est même le plus réussi, Moi, je trouve que alors après, il y a effectivement des problèmes, et c'est assez beauf par moment, le remake d'Evil Dead par Fede Alvarez. Mais ouais, moi, j'aime beaucoup ce film. Je passe toujours un bon moment devant. Donc, Fede Alvarez qui devrait produire et coproduire avec son scénariste Rodo Sayagas, un nouveau Massacre à la tronçonneuse, qui devrait être réalisé par des gens que moi je ne connais pas, Ryan et Andy Tohill, qui ont fait un film qui s'appelle The Dig en 2018, mais je ne sais pas ce que c'est, je l'ai pas vu. Et donc voilà, c'est des gens vraiment pas très connus à la réalisation et au scénario, j'ai même pas retenu le nom du scénariste d'ailleurs, mais c'est produit par Fede Alvarez, qui visiblement se lance dans la production de grosses franchises. On va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'on peut y aller de manière un petit peu frileuse, après les hauts et les bas qu'a eu cette saga. Malheureusement,
plus de bas. Donc on verra ce que ça donne. Étonnamment, et ça m'a surpris, il n'y a pas de série Massacre à la tronçonneuse de prévu pour le moment, ce qui est pourtant la mode sur les grandes sagas de films d'horreur. C'est vrai que ça pourrait, mais en même temps, le truc de Massacre à la tronçonneuse, c'est que tout est très condensé, quoi. Et c'est ça, tu peux pas À moins de nous faire une série sur les Sawyer qui de temps en temps attrapent une personne ou en laisse échapper une, ou je sais pas, à part faire ça... Non, mais tu peux pas. Enfin, je comprends pas trop... Ou alors tu fais un truc vraiment animé en mode itchy et scratchy, où c'est à chaque fois les manières inventives dont il tue des gens, quoi. Ouais, ou alors une série... Ouais, ou alors une série plus sur le ton de Massacre à la tronçonneuse 2. Oui, voilà, plus comique, quoi. Ça pourrait être plus fun, ouais. Mais non, il n'y a pas de série prévue, contrairement à Ju-On, contrairement à Wolf Creek, contrairement à plein de trucs. Un Resident Evil aussi. Ouais, non, voilà, il y en a plein, quoi. The Grudge. C'est vrai qu'il y a eu un remake de The Grudge en 2020 aussi. Oui, aussi, que je n'ai pas souhaité regarder non plus, mais il faudrait pour la science. que j'ai vu au cinéma et que... qui se larde dans les grandes largeurs malgré, malheureusement, peut-être une volonté de reprendre un peu la narration éclatée de l'original, mais qui n'y arrive pas trop. qui a du mal avec ses personnages, notamment. Enfin bref. Il est temps d'en finir. Écoutez, comme d'habitude, merci déjà d'avoir écouté ce bonus jusqu'à la fin, de nous avoir écouté disserter sur cette longue saga qui est Massacre à la tronçonneuse. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @IFRpodcast, sur notre page Facebook Charles et Mathias. Vous pouvez toujours nous laisser des avis sur iTunes, et on vous dit à la prochaine. Je sais pas trop quand est-ce que je vais avoir le temps de le monter, celui-là. Il va arriver normalement quand même quelques jours après l'épisode sur Massacre à la tronçonneuse. Mais on vous dit à bientôt pour un nouveau numéro d'Inspiré de Ferrel et du Bureau des Mystères qui arrive très prochainement également.